Bonjour, cette vidéo est une suite des vidéos sur le cours portant sur les conducteurs. Donc, je continue en définissant ce que c'est que la capacité d'un conducteur. Considérons un conducteur chargé, isolé, en équilibre électrostatique. Chargé, ça veut dire qu'il porte une charge Q. Isolé, ça veut dire qu'il est loin de toute influence. En équilibre électrostatique, ça veut dire que les charges sont immobiles et qu'elles sont distribuées sur la surface de ce conducteur. Nous pouvons définir la densité de charge surfacique qui est donnée par donc sigma qui est égal à dQ sur ds. Donc si je veux calculer Q, je n'ai qu'à intégrer dQ qui est tout simplement sigma fois ds. Donc sigma étant constante, si dans le cas d'une distribution de charge uniforme, et donc elle peut sortir de l'intégrale et j'obtiens Q, la charge égale à sigma fois S. Donc je conclus qu'il y a une proportionnalité entre la charge et la densité de charge sigma. Donc pour une charge Q, la densité de charge égale à sigma qui est égal à Q sur S. Si je multiplie la charge fois 2, la surface étant constante, c'est sigma qui sera multiplié par 2. Donc, si je double le nombre de charges, je double la densité de charge. Si je réduis de moitié le nombre de charges, c'est la densité surfacique qui sera réduite de moitié. Donc, sigma est proportionnel à Q. De la même façon, le potentiel électrique créé par cette distribution de charges est proportionnel à sigma et il est aussi proportionnel à la charge Q. Donc si j'augmente la charge, le potentiel va augmenter de la même proportion. Donc si je multiplie par 2 la charge, le potentiel sera multiplié par 2. Ce qui fait que le rapport entre Q et V sera toujours constant. Si j'augmente la charge ou que je la diminue, V va augmenter et diminuer de la même façon. Et donc on définit une constante C qui est donnée par le rapport de Q sur V. Donc Q sur V sera toujours constant. Que j'augmente la charge ou que je la diminue, le potentiel va augmenter ou diminuer de la même façon, de sorte à ce que le rapport restera toujours constant. Ce rapport est appelé capacité propre du conducteur. Donc, on peut aussi retenir cette formule sous la forme Q égale à C fois V. Et l'unité de C, l'unité de la capacité, est le farad, en hommage à Michael Farad. Faisons une application numérique. On se propose de calculer la capacité d'un conducteur qui a une forme sphérique de rayon R. Alors, on va faire l'application numérique pour deux valeurs du rayon. La première, c'est 1 mètre. Et la deuxième, un rayon de 6400 km, ce qui correspond au rayon de la Terre. Alors, on sait que le potentiel créé par une sphère qui porte une charge distribuée sur la surface est égal à KQ sur R. Donc, au niveau de la surface, au niveau du conducteur, on remplace petit a par grand A, donc V égale à KQ sur R. Et si je cherche la capacité, C égale à Q sur V, donc elle est donnée par R sur K. K étant la constante 9 fois 10 puissance 9. Si je fais maintenant l'application numérique en remplaçant R d'abord par 1 mètre, je trouve une valeur de la capacité égale à 0,11 nanofarad, donc 0,11 fois 10 puissance moins 9 farad. Et si je remplace R par le rayon de la Terre, je trouve une capacité de valeur égale à 0,71 millifarad. Donc, ça vous donne une idée sur les ordres de grandeur des capacités des conducteurs. Elles sont vraiment très très faibles. Si on regarde ici les lignes de champ entre B et A. Donc les lignes de champ sortent des charges positives et rentrent dans les charges négatives. Donc ils seront comme ça entre A et B. Ici les lignes de champ vont sortir. Là aussi ils vont sortir des charges positives, d'accord? Et donc là les lignes de champ vont sortir. Seules ces lignes de champ seront connectées entre A et B. Les autres lignes de champ ne seront pas connectées. Ça veut dire que
uniquement une partie des lignes de champ de A et B seront connectées. Les autres ne seront pas connectées. C'est ce que j'appelle une influence partielle. D'accord? Donc, c'est une influence partielle car toutes les lignes du champ issues du conducteur B n'aboutissent pas sur A. Nous pouvons créer des conditions d'influence totale en plaçant tout simplement le conducteur B à l'intérieur du... C'est-à-dire, si maintenant le conducteur B est un conducteur creux, ça veut dire qu'il a une cavité, un trou à l'intérieur, et que je place le conducteur A à l'intérieur du conducteur B, qu'est-ce qui va se passer? Donc, A étant chargé positivement, il attire les charges négatives de B sur la surface interne. Et sur la surface externe, j'aurai des charges plus. Donc, il y aura une connexion entre les lignes de champ de A sur B. Toutes les lignes de champ qui sortent de B vont se retrouver sur la surface, pardon, toutes les lignes de champ qui sortent de A vont se retrouver sur la surface de B. Donc là, il y a une connexion totale de toutes les lignes de champ entre A et B. Donc là, je parle d'influence totale. D'accord? Tout le flux électrique provenant de A passe par B. D'accord? Donc là, c'est une influence totale. Alors maintenant, si je veux calculer les charges qui ont été créées, les charges électriques qui ont été créées sur la surface interne de B, et que j'appelle donc euh, Q, pardon, donc là je considère que B c'est le conducteur interne et A c'est le conducteur externe. Donc supposons que je connaisse QB, je connais la charge de B et je veux savoir quelle est la charge négative QA intérieure qui s'est placée sur la surface intérieure de A. Alors je n'ai qu'à placer une surface de Gauss à l'intérieur de quoi? À l'intérieur de A. Alors si je suis à l'intérieur de A, je sais qu'à l'intérieur de A, A étant en équilibre électrostatique, le champ électrique est nul. Donc E scalaire ds égale à 0. Donc la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss étant nulle. Qu'est-ce que j'ai comme charge à l'intérieur de la surface de Gauss? J'ai la charge portée par le conducteur B, donc QB, plus j'ai la charge portée par la surface intérieure de A, que j'ai appelée QA intérieur. Donc QB plus QA intérieur est égal à 0. Ça veut dire que la charge de QB égale à moins QA intérieur. Donc lorsque j'ai influence totale, les charges électriques qui se placent sur la surface interne de A vont être exactement égales à l'opposé des charges électriques portées par le conducteur interne. Alors, je vais définir ce que c'est que les condensateurs. Donc, c'est quoi un condensateur? C'est un système constitué de deux conducteurs électriques en influence totale. Ça veut dire que toutes les lignes de champ qui proviennent d'un conducteur vont passer sur l'autre conducteur. Alors, donc j'ai deux conducteurs en influence totale. Ces deux conducteurs seront séparés par un espace. Alors, cet espace-là peut être le vide ou peut être rempli par un matériau qu'on appelle un diélectrique. Et donc, les deux surfaces opposées des conducteurs, on les appelle des armatures. Donc, lorsqu'on applique une différence de potentiel entre les armatures d'un condensateur, en les reliant par exemple à une source d'électricité, le condensateur va se charger. Les deux plaques vont acquérir des charges égales et opposées. Donc, un condensateur est un appareil qui sert à emmagasiner de l'énergie électrique. Il est largement utilisé en électronique et en électro. Donc, comme nous avons défini la capacité d'un conducteur, on définit la capacité d'un condensateur. Alors, C étant égal à Q sur V pour un conducteur, alors pour un condensateur, ce qui va changer, c'est on va remplacer le potentiel V du conducteur par la différence de potentiel entre les armatures du conducteur. Donc, la capacité ici du condensateur va dépendre de la forme, des dimensions et de la position relative des deux conducteurs. Alors, elle dépend également du milieu qui sépare les deux. Alors, on va faire une application. La première application
concerne les condensateurs plans. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un condensateur plan? Il est formé de deux conducteurs plans parallèles distants de une distance que j'appelle petit e. Donc, comme ici, comme le montre le schéma, je ramène deux conducteurs, si vous voulez, deux plaques conductrices planes, parallèles et distantes d'un espace petit e. D'accord? Donc, ces deux conducteurs plans, je les appelle les armatures. Donc, ce sont les armatures du condensateur. Alors, en principe, ici, nous n'avons pas vraiment une, une influence totale entre entre les deux conducteurs. Ça veut dire que les lignes de champ. Donc, comme vous voyez ici en rouge, nous avons dessiné les lignes de champ. Les lignes de champ sont perpendiculaires aux surfaces équipotentielles, donc elles sont perpendiculaires aux armatures. Donc, lorsque je vais faire quoi? Lorsque je vais charger le condensateur, je vais brancher l'armature inférieure à un potentiel V1 et je vais brancher l'armature supérieure à un potentiel V2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais charger tel que V1 est supérieur à V2. Ça veut dire que j'ai appliqué une différence de potentiel entre les armatures. Delta V égale à V1 moins V2, elle est positive. Donc, le potentiel de V1 est supérieur au potentiel de V2. Cela veut dire que je vais avoir des charges positives distribuées sur l'armature inférieure et des charges négatives distribuées sur les armatures supérieures. Et j'aurai donc des lignes de champ qui sont perpendiculaires aux armatures qui sont des surfaces équipotentielles. Donc en rouge, ce sont les lignes de champ. Elles sortent des charges positives et elles rentrent dans les charges négatives. Donc ici, en principe, au niveau des bords, là, il y aura quelques lignes, les lignes de champ seront un petit peu courbées, elles ne seront pas vraiment verticales. Mais on va rapprocher euh, les deux armatures de telle sorte à ce que la distance petit e est inférieure et est très petite, pardon, à la surface S du conducteur. Dans ce cas-là, on peut considérer que les deux conducteurs sont en influence totale car les lignes de champ seront pratiquement verticales au niveau du bord. Donc, dans le cas des armatures rapprochées, lorsque la distance petit e est très faible dans la surface des condensateurs des armatures, on peut dire que les deux conducteurs sont en influence totale. Très bien, donc rappelez-vous bien de ça. La DDP, la différence de potentiel entre les armatures, c'est le potentiel le plus élevé moins le potentiel le moins élevé. Donc c'est V1 moins V2 et elle est ici positive. Donc nous avons plus Q, une charge plus Q ici et une charge moins Q ici. Donc on a vu que les deux surfaces opposées des armatures du condensateur étant égales et opposées en... Donc continuons avec le condensateur plan. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est calculer le champ électrique entre les armatures du condensateur plan. Pour cela, je vais d'abord vous faire un petit rappel sur le champ électrique créé par une distribution de charge, par une charge distribuée sur la surface d'un conducteur plan. Donc, considérons un plan infini chargé positivement. Donc, il porte une charge positive et que la densité de charge surface x sigma donc, est égale à Q sur S. Alors, je veux calculer le champ électrique créé par sa distribution de charge. Alors, pour cela, donc, je sais que le champ électrique est perpendiculaire aux surfaces équipotentielles. Les surfaces équipotentielles prennent la même forme que les surfaces qui portent la charge. Donc, comme la surface qui porte la charge est plane, donc toutes les équipotentielles sont des surfaces planes parallèles à cette surface. Donc, le vecteur champ électrique, il sera vertical, donc ici, perpendiculaire au plan chargé. Il sera dirigé vers l'extérieur des charges, puisque les charges sont positives. Donc, il sera dirigé vers le haut dans la partie qui est supérieure au plan et le champ électrique sera dirigé vers le bas dans la partie qui est inférieure au plan. Donc,
dirigé vers le haut ici et dirigé vers le bas ici. Alors, on va appliquer le théorème de Gauss. Le flux du champ électrique à travers la surface de Gauss est égal à la somme des charges comprises à l'intérieur de la surface de Gauss que divise epsilon 0. Alors, on va prendre comme surface de Gauss un cylindre qui va traverser le plan. On a déjà fait cette application dans le cours, donc je ne vais pas trop insister ici. Donc, le cylindre, c'est un cylindre donc, qui traverse perpendiculairement. C'est un cylindre dont l'axe de rotation est vertical et donc qui traverse le plan chargé. Alors, si j'applique le théorème de Gauss, je vais calculer le flux du champ électrique à travers toute la surface de Gauss. Alors, vous savez que le cylindre a trois surfaces différentes. La surface de la base supérieure que j'appelle S1, la surface de la base inférieure que j'appelle S2 et la surface latérale que j'appelle S3. Donc, l'intégrale de E scalaire ds sera divisée en trois intégrales. Donc, le flux du champ électrique à travers la surface de base supérieure, plus le flux à travers la surface de base inférieure, plus le flux à travers la surface latérale. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Je sais que E est parallèle à ds1. Ça veut dire que le produit scalaire E ds1 est égal à E fois S. Et S étant la surface de base. Et que E est aussi parallèle à ds2. Donc E scalaire ds2 est égal à E fois ds2. Et l'intégrale de ds2, c'est S2. Donc le flux du champ à travers cette surface, c'est aussi E fois S. Alors que le champ électrique, regardez, il est perpendiculaire à ds3. Donc le produit scalaire E ds3 sera égal à 0. Donc je vais avoir ES1 ici, plus ES2 ici, plus 0. Et comme la surface de la base S1 est égale à la surface de la base S2, donc je vais avoir 2 fois ES. Très bien. Donc à quoi est égale maintenant la charge comprise à l'intérieur de la surface de Gauss? En fait, c'est la charge qui est comprise, qui est distribuée sur cette surface. Donc c'est sigma fois cette surface. Et cette surface, elle est identique à la surface, aux surfaces des bases du cylindre. Donc, je vais avoir E fois sigma fois S. C'est la charge qui est comprise ici. Donc, 2 fois E fois S égale à sigma S sur epsilon 0. Je simplifie les surfaces et je trouve que E est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Donc, ça, c'est un rappel de ce qu'on avait déjà fait. Le champ électrique créé par une distribution de charge plane est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Maintenant, donc, si je cherche, ça c'est le module, si je cherche l'expression vectorielle de E, donc je vois que si je choisis l'axe des Y qui est comme ceci, donc O, l'origine de l'axe des Y étant ici, donc pour les Y positives, E est égal à plus sigma sur 2 epsilon 0 fois J. Donc E a le même sens que J. Mais pour les Y négatifs, donc la partie inférieure du plan, le champ il est dirigé dans le sens inverse de J. Donc E égale à moins sigma sur 2 epsilon 0 fois J. Ce résultat avec moi et je vais donc l'appliquer pour calculer le champ électrique entre les armatures d'un condensateur plein. Donc je considère l'armature supérieure du condensateur chargée positivement. Donc elle porte une charge positive égale à sigma plus sigma fois S, S étant la surface du plan ou de l'armature. Alors le champ, et je définis le vecteur J, le vecteur unitaire de l'axe des Y. Cela veut dire que le champ électrique créé par cette distribution de charge aura deux expressions différentes. Donc ça veut dire que dans la partie supérieure, donc pour la partie où l'espace, la zone de l'espace qui est supérieure à l'armature, le champ électrique est dirigé vers le haut, donc dirigé dans le même sens que J. Donc E1 égale à sigma sur 2 epsilon 0 fois J. Alors que dans la partie inférieure, donc le champ il est dirigé vers le bas, donc E1 égale à moins sigma sur 2 epsilon 0 fois J. Donc il a le même module, le champ a le même module, la différence c'est le sens.
Donc ici, il a le même sens que J, et là, il a le sens inverse de J. Donc la différence, c'est juste un signe moins. Maintenant, si je considère l'autre armature du condensateur plan, l'armature qui porte une charge négative. Donc, elle est chargée négativement, donc avec une charge, euh, pardon, j'ai oublié ici le signe moins Q, donc normalement ici une charge moins Q. Donc, moins Q égale à moins sigma fois S. Dans ce cas-là, à quoi est égal le champ électrique? La différence entre ces champs-là et le champ créé ici, c'est que ce sont des charges négatives, donc le champ il sera rentrant vers les charges négatives. Donc, dans la partie supérieure, le champ il sera rentrant vers les charges négatives. Donc, dans ce cas-là, E2 aura le sens inverse de J. Donc, E2 sera égal à moins le module de E, qui est sigma sur 2 epsilon 0 fois J. Alors que dans la partie inférieure, donc le champ il est rentrant dans les charges négatives, donc il aura le même sens que J. Donc E2 sera plus sigma sur 2 epsilon 0 fois J. Très bien. Donc maintenant que nous avons les expressions de tous les champs électriques dans toutes les zones, je vais calculer le champ électrique dans 3 régions. D'abord la région 1, qui est celle-ci. Puis la région 2, comprise entre les deux armatures. Puis la région 3, qui est ici, donc dans la partie qui est inférieure à la deuxième armature. En fait, la région qui m'intéresse, moi, c'est cette région-là, c'est la région 2. Parce que là j'ai fait un décalage entre l'armature supérieure et inférieure, juste pour vous montrer les champs électriques. Mais en réalité, les deux plans vont être superposés, pas superposés, mais vraiment disposés l'un en face de l'autre. Donc j'ai fait un décalage ici, juste pour vous montrer les champs. Donc ce qui m'intéresse, c'est le champ électrique dans cette région, donc entre les armatures du condensateur. Mais je vais quand même faire le calcul du champ dans les 3 régions. Donc dans la région 1, je vais simplifier les images. Je vais garder un seul vecteur, une seule ligne de champ, là et là. J'ai enlevé le reste. Donc, dans la région 1, je vais calculer le champ électrique total dans la région 1. Alors, le champ E1, E1, E1 si vous voulez, c'est la somme de deux champs. C'est le champ E1 plus le champ de E2. Donc, le champ créé par la mature 1 plus le champ créé par la mature E2. Donc, E1 plus E2. À quoi est égal? Donc, dans cette région-là, E1 égale à sigma sur 2 epsilon 0 J. Donc, je l'ai mis ici. Et le champ E2 égale moins sigma sur 2 epsilon 0 J. Donc, lorsque je les somme, je trouve 0. Donc, dans cette région-là, le champ électrique, il est nul. Maintenant, je le calcule dans la région 3. Donc, à quoi est égal le champ total ici? C'est le champ E1 plus le champ E2. À quoi est égal E1 ici? C'est moins sigma sur 2 epsilon 0. Et donc, moins sigma sur 2 epsilon 0. Et le champ E2 est égal à plus sigma sur 2 epsilon 0 J. Donc, lorsque je vais les sommer, je vais trouver 0. Donc, dans la région 3, le champ électrique est aussi nul. À quoi est égal, donc maintenant, dans la région 2, celle qui m'intéresse? Donc, le champ électrique est égal à quoi? Donc, il est égal au champ E1 plus le champ E2. Donc, cette expression-là, d'accord, plus, d'accord, plus quelle expression? Plus cette, plus cette expression-là. Donc, c'est ce champ-là plus ce champ-là. D'accord? Donc, la région 2, où est le champ électrique? C'est la somme de ce champ-là plus ce champ-là. Donc, c'est cette expression-là plus cette expression-là. Donc, le champ électrique est égal à moins 2 fois sigma sur 2 epsilon 0 j. Donc, le 2 se simplifie avec le 2, donc c'est moins sigma sur epsilon 0 j. Donc, ça, c'est la forme vectorielle du champ. Le module du champ est donné par quoi? Donc, il est donné par
la valeur absolue de sa composante, donc c'est sigma sur epsilon 0. C'est le résultat dont je veux que vous vous en rappelez. Entre les armatures d'un condensateur plan, le module du champ électrique est égal à sigma sur epsilon. Donc, je reviens à mon condensateur plan. L'armature V1 et l'armature 2. L'armature 1 portait à un potentiel positif et l'armature 2 portait à un potentiel V2 inférieur à V1. Donc j'aurai ici la charge plus Q et là j'aurai la charge moins Q et là la distance petit e. Donc je rappelle, le champ électrique entre les armatures du condensateur plan est égal à sigma sur epsilon 0. Maintenant, rappelez-vous, notre objectif, c'est le calcul de la capacité du condensateur. Donc, ce que je veux une relation entre le potentiel et plutôt la différence de potentiel V1 moins V2 et la charge Q. Donc, pour cela, je vais passer au potentiel. Donc, connaissant le champ électrique, je vais calculer le potentiel à travers quoi? La relation dV égale à moins E scalaire dL. Donc, si je veux, qu'est-ce que je veux? Je veux le potentiel V1 moins V2. Je veux la DDP entre les deux armatures. Donc, dans ce cas-là, je vais calculer dV en faisant circuler E entre l'armature 1 et l'armature 2. Donc, le déplacement dL, la circulation que je vais prendre, c'est de l'armature 1 vers l'armature 2. Donc, je vais définir l'axe des Y comme ceci. Et le déplacement, ce sera un DY. Un déplacement uniquement sur l'axe des Y. Je vais me diriger de l'armature 1 vers l'armature 2. Donc, je remplace le DL par le DY. Donc, le signe moins, il est là. Je remplace l'expression de E. Alors, regardez ici, E, il sort des charges positives et il rentre dans les charges négatives. Donc, E, il a quoi? Il a le même sens. Il a le sens positif des J, des Y. Il est dirigé vers les Y positifs. Donc, c'est égal au module de E qui est positif fois J. Donc, c'est moins sigma sur epsilon 0 fois J. D'accord? Donc, ici, l'axe des Y est dirigé vers le bas. Donc, sigma sur epsilon 0 fois J. Et le dy, c'est tout simplement dy fois J. Donc, le J scalaire J, c'est 1. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins sigma dy sur epsilon 0. Donc, ça, c'est dv. Et si je veux obtenir le potentiel, si je me dirige de l'armature 1 vers l'armature 2, donc je vais intégrer dv de V1 vers V2. Ce que je vais obtenir, donc je vais obtenir V2 moins V1 et je vais obtenir moins, sigma étant une constante et epsilon 0 étant une constante, ils peuvent sortir de l'intégrale. J'aurai l'intégrale uniquement sur dy. Je vais me diriger de là vers là. Donc le y va changer, va varier de la valeur 0 jusqu'à la valeur petit e, qui est l'espace entre les deux armatures. Donc de y égale à 0 jusqu'à y égale à e. Donc pour y égale à 0, le potentiel c'est V1. Et pour y égale à e, le potentiel c'est V2. Donc je vais avoir moins sigma sur epsilon 0. L'intégrale sur y c'est dy c'est y entre 0 et e. Je vais obtenir moins sigma sur epsilon 0 fois e. Donc ça c'est quoi? C'est V2 moins V1. Mais moi ce qui m'intéresse c'est V1 moins V2 parce que V2 est inférieur à V1. Donc ce sera négatif. Moi je veux V1 moins V2 puisque V1 est supérieur à V2. Donc V1 moins V2 qui est la différence de potentiel entre les armatures, c'est le delta V. Ça va être tout simplement, je multiplie cette équation par un signe moins, j'obtiens sigma sur epsilon 0 fois E. Donc delta V égale à sigma sur epsilon 0 fois E. Maintenant, sigma, c'est quoi? Sigma, c'est la charge Q que divise la surface S de l'armature. Donc en remplaçant sigma par Q sur S, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir, donc je vais calculer C qui est égal à Q sur delta V. Donc je remplace par Q par sigma fois S, Q sigma fois S, et je remplace delta V par sigma E sur epsilon 0. Et en faisant la simplification de sigma, j'obtiens la capacité C qui est égale à S, ou epsilon 0 S divisé par E. Donc c'est ça la conclusion de cette application, c'est que pour un condensateur plan, quel que soit le condensateur plan
dont l'armature a une surface, les armatures ont une surface S. Ces armatures sont distantes d'une distance petit e et que le milieu qui sépare les deux armatures, ici c'est le vide, on a pris le milieu qui sépare les armatures, c'est le vide. C'est pour ça que nous avons ε0. Mais si j'avais un autre milieu, un milieu diélectrique, il faudrait remplacer ε0 par epsilon, donc la permittivité du milieu. Donc C égale à ε0S sur E. Donc on voit ici que la capacité du condensateur, elle dépend du milieu qui sépare les deux armatures, elle dépend de la dimension des armatures et elle dépend de la distance qui sépare les armatures.